Donc, on va poursuivre avec les conférences. On va clore cette belle séquence de conférences sur la pollinisation avec Ana Maria Quiroga Arcila, donc mon plus bel accent espagnol. Donc, je t'inviterai à venir nous entretenir sur l'optimisation de la pollinisation du bleu hainin et l'évaluation de la santé des abeilles domestiques et des bourdons commerciaux. Donc, Anna est en voie de terminer un doctorat à ce sujet. À toi. Merci, bonjour à tous et toutes. Merci d'être ici. Donc, aujourd'hui, je vais présenter le troisième volet du projet APUBLEMAX. Et pour vous donner un contexte un peu, je pense que Pierre, Anne-Charlie et Kim ont déjà bien expliqué. On sait qu'environ le 90% de la mise à fruit du bleuet dépend de pollinisateurs. Et on sait tous que les deux principaux pollinisateurs qu'on utilise au niveau commercial, c'est l'abeille domestique et les bourdons fébriles. Et comme Pierre, il a un peu expliqué les recommandations sur la densité des pollinisateurs à utiliser sont encore un peu imprécises ici au Québec. Et ça peut amener à des rendements sous-optimaux par rapport aux provinces maritimes. Et malgré le fait qu'il y a certaines études similaires aux États-Unis et même dans les provinces maritimes qui peuvent nous donner un indice sur les densités à utiliser, on ne sait pas tout à fait les densités qu'on devrait utiliser parce que les pollinisateurs font face à certains défis dans le nord québécois. Donc, par exemple, c'était une vidéo qu'on a prise l'année 2023, la deuxième année qu'on a fait travail sur le terrain, juste 12 jours avant le début de la période de pollinisation. Il y a un autre défi de la pollinisation du bleuet et c'est l'impact de la pollinisation sur la santé des colonies d'abeilles domestiques. Et on sait qu'il y a certaines carences nutritionnelles. On sait qu'environ il y a juste de 10 à 13% de protéines à l'intérieur du pollen, tandis que les abeilles ont une exigence d'environ les 20% de protéines pour bien se développer. Et ça peut amener à avoir une réduction du couvent après la période de pollinisation. Et aussi, on sait que les abeilles domestiques sont des pollinisateurs généralistes, donc ils ont besoin d'un régime alimentaire plus diversifié. Et pendant la période de pollinisation, cette exigence-là nutritionnelle ne sont pas tout à fait satisfaites et ça peut ralentir le développement des colonies. Donc, on sait aussi qu'il y a comme une impression à augmenter la densité des colonies, mais l'impact de cette augmentation de densité des colonies sur la santé d'abeilles n'a jamais été évalué dans les bleuetières. Et je veux que vous reteniez cette information-là, c'est que les paramètres utilisés comme indicateurs de la santé des colonies, c'est normalement la force des colonies, et les pathogènes et parasites comme varroa, que c'est un enjeu sanitaire majeur ici, et la présence de pesticides. Donc, dans mon projet doctoral, j'ai trois objectifs principaux. Le premier, c'est de savoir l'effet de densité des colonies d'abeilles domestiques et d'une densité des colonies de bourdons sur la qualité de la pollinisation du bleuet. Le deuxième vise à savoir quel est l'impact de la pollinisation du bleuet sur la santé de l'abeille domestique lorsque la densité des colonies est doublée. Et l'objectif 3 vise à savoir quel est l'impact de la pollinisation sur la santé des colonies de bourdons. Mais à cause du temps, je vais aujourd'hui surtout expliquer les résultats de l'impact de la pollinisation sur la santé des colonies d'abeilles domestiques lorsque la densité est doublée. Donc, on avait comme hypothèse principale que l'augmentation de la densité des colonies d'abeilles domestiques pour la pollinisation aura un impact négatif sur la santé des colonies dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et la méthodologie qu'on a utilisée, on va diviser les traitements en deux. On a les colonies dans les bleuetières. Et donc, pour ce traitement-là, on avait pris 3 bleuetières par densité. Donc, on a testé 2 densités des colonies.
une densité élevée de haies, avec 5 colonies à l'hectare, et on l'avait comparé avec une densité recommandée de 2,5 colonies à l'hectare. Donc, on avait pris 3 bleuetières par densité pour un total de 6 ruchers au total dans les bleuetières. Et après, on voulait comparer ça avec des colonies qui n'étaient pas impliquées dans la pollinisation du bleuet. Et on avait pris 2 ruchers au total. Et c'était des colonies qui étaient localisées à Port-Neuf. Donc ça, à retenir ici, c'est important de retenir le nombre de traitements, densité élevée, densité recommandée et hors bleuetière. Donc pour les mesures de la santé des colonies, on avait pris 10 colonies par densité, 10 colonies par rucher. Donc pour les colonies hors bleuetière, on avait pris 20 colonies. Densité recommandée, on avait pris 30 colonies au total. Et pour la densité élevée, on avait pris 30 colonies au total. Et l'évaluation, on l'a fait au fur et à mesure du temps. Donc, on voulait savoir comment l'état de santé quand les colonies sont arrivées aux bleuetières. On voulait les comparer, donc ça, on va l'appeler début pollinisation, DP. Et on voulait les comparer avec la fin de la pollinisation. Donc, comment les colonies, après les 3 semaines de pollinisation, sont sorties du champ. Donc, fin pollinisation, FP. Et finalement, on voulait savoir les effets à long terme, donc 1 mois après la période de pollinisation, AP. Donc ça, c'est important à retenir, les 3 temps. Et maintenant, je vais vous présenter les résultats qu'on a obtenus de toute cette méthodologie-là. Donc, le premier résultat que je vais vous partager, c'est par rapport à l'impact de la force sur la force de la colonie. Donc, ici, vous allez voir une évaluation du nombre de cadres couverts par les abeilles. Et on avait fait l'évaluation dans le temps, donc début de pollinisation, fin de pollinisation et après la pollinisation. Et donc, premièrement, je vous invite à voir qu'en rouge, vous allez trouver les colonies hors bleuetière, donc les colonies contrôle, les témoins. Et en jaune, vous allez voir la densité recommandée. Et en bleu, on voit la densité élevée. Donc, en gros, en général, on voit qu'il y a une augmentation de la force en général. Mais on peut voir que les colonies hors bleuetière, quand on fait une comparaison avec une colonie avec une densité élevée, on voit que la gamme de force des colonies de densité élevée s'est réduite. Donc, on voit une différence significative de 10 cadres de moins dans les colonies avec densité élevée. Et cette réduction de la force, on la voit surtout dans le long terme. Donc, même pendant la pollinisation, il y a un effet, mais à long terme, on voit que cet effet peut réduire environ 6,5 cadres par colonie. Après, on voulait les comparer aussi, les densités hors bleuetière avec la densité recommandée. Et on a vu une réduction aussi d'environ 7 cadres dans les densités recommandées. Et cette réduction, encore une fois, c'était surtout dans le long terme. Et après, pour savoir s'il avait un impact de l'augmentation de la densité sur la santé des colonies, on a comparé la densité recommandée avec la densité élevée. Et dans le total du projet, il n'y a pas eu un effet significatif, mais il avait un effet significatif pendant la période de pollinisation, avec une réduction d'environ 2,5 cadres par colonie quand la densité a été doublée. Donc, on voit qu'il y a un impact de la pollinisation sur la force de la colonie. Après, on voulait évaluer aussi la détection des varroa. Donc, dans l'axe X, vous allez voir le temps, les traitements, hors bleuetière, densité recommandée et densité élevée en bleu. On avait fait l'évaluation dans les 3 temps aussi, encore une fois, début pollinisation, fin pollinisation et après pollinisation. Et vous allez voir la probabilité des varroa. La probabilité, c'est la même chose que le pourcentage des colonies qui ont été infestées par varroa.
Et donc, on voit qu'au début de la pollinisation et à la fin de la pollinisation, il n'y a pas de différences significatives. Les différences vont être représentées par les lettres différentes. Donc, il n'y a pas de différences significatives. Mais encore une fois, après la période de pollinisation, donc dans les longs termes, on voit qu'il existe un impact de la pollinisation sur la quantité de colonies infestées avec varroa. Et on voit que quand il y a une augmentation de la densité, quand il y a une densité élevée, on voit qu'il y a environ 70% des colonies qui sont infestées avec varroa. Et ça, c'est significativement supérieur que les colonies hors bleuetières. Mais ici, je vais juste souligner que la quantité de colonies, les pourcentages de varroa qu'on avait trouvé dans les colonies étaient inférieurs à la limite que c'est 2%. C'était toujours inférieur. Donc, ici, c'est surtout le pourcentage de colonies qui ont été infestées. Après, on voulait savoir plus au niveau des pathogènes. Donc ici, on présente la détection de l'anosmose. Donc vous allez voir sur l'axe X les 3 temps d'évaluation, début, fin et après la pollinisation, et la charge des Verrimorpha, que c'est l'anosmose, un spore, un nombre de spores par abeille. Donc ça, c'est 1 million de spores par abeille. Et on voit que quand on a fait une comparaison, en bleu, vous allez voir encore une fois la densité élevée, et en rouge, les colonies hors bleutières. Et on voit qu'il y a eu des différences significatives au fur et à mesure du temps. On voit qu'il y a eu une réduction. Et les colonies qui sont en densité élevée ont réussi à se débarrasser de l'anosmose dans les longs termes. Mais on avait vu aussi un pic, une augmentation de la quantité de nosémose dans les colonies contrôle, mais ça, on n'a pas réussi à l'expliquer encore. Et après, on avait fait aussi la comparaison avec les densités élevées avec les densités recommandées. Et on voit encore une fois que la densité élevée, les colonies avec la densité élevée ont réussi à se débarrasser dans le temps, en comparaison avec les colonies avec une densité recommandée qui a resté assez stable dans le temps. Après, par rapport à la virologie, on n'a pas beaucoup trouvé de virus, et il n'y avait pas beaucoup, mais le virus le plus important qu'on avait trouvé dans les 2 années d'évaluation, 2022 et 2023, c'était le virus des selles déformées. Donc ici, dans l'année 2022, je pense que j'ai oublié d'expliquer ça, mais par rapport aux pathogènes, les virus, dans l'année 2022, on n'a pas fait une évaluation dans les longs termes. On avait fait juste une évaluation avant et à la fin de la période de pollinisation. Ça, on l'a ajusté dans l'année 2023 parce que justement, on s'intéressait à savoir les effets à long terme. Donc ici, dans l'année 2022, je vous présente, on avait trouvé juste une différence significative dans le temps. Donc, on voit que les colonies en général, même si c'est des colonies qui sont dans les contrôles, colonies à densité élevée ou recommandées, les colonies en général vont réussir à réduire la charge de ce virus-là. Donc, les graphiques à gauche montrent la charge et les graphiques à droite montrent le pourcentage de colonies qui sont infestées avec ce virus-là. Et on voit que pour les 2 données, la charge et la probabilité et le pourcentage de colonies qui sont infestées avec ce virus vont réussir à se débarrasser du virus. Mais après, quand justement on a rajouté cette donnée de faire une évaluation dans les longs termes, on voit que c'est un peu différent. On voit que quand on fait une comparaison, ici encore une fois, c'est les 3 temps, début pollinisation, fin pollinisation et après pollinisation. Et ici, je vous présente la charge de cette virus-là. C'est le nombre de copies par abeille. Et ici, on peut voir que pendant le début de la pollinisation et la fin de la pollinisation, il n'y a pas beaucoup de différences. Mais quand on les voit dans les longs termes, on peut voir que la densité élevée
dans les colonies de densité élevée, la charge du virus reste assez stable, mais on voit que les colonies hors bleuetière ont présenté une réduction significative après, dans le long terme. Quand on fait une comparaison avec les densités recommandées, c'est pareil, encore une fois, les colonies hors bleuetière vont réussir à se débarrasser de ce virus-là. Donc ça, si vous vous rappelez un peu des données de Varroa, c'est un peu similaire. On a vu que la proportion de colonies infestées avec Varroa était plus élevée dans les colonies de densité élevée. Donc, on peut voir que dans ces cas-là, c'est le cas pareil pour les virus. Finalement, par rapport aux pesticides, ici, c'est comme un tableau avec beaucoup de données, mais excusez-moi, il y a certaines données qui sont en anglais. Mais ici, on avait fait une évaluation de 2 années, l'année 2022 et 2023. Après, vous allez trouver les types de pesticides, donc bien soit un acaricide, fongicide, herbicide, insecticide ou acaricide encore une fois, et le nom de l'ingrédient actif. Après, le LD50. Donc, le LD50, c'est la dose létale, donc c'est la quantité de matière qui est juste donnée une fois et peut causer la mort de 50% de la population. Et donc, c'est comme une limite, c'est comme un chiffre pour comparer les concentrations qu'on a trouvées. Et donc, il y a de LD50 par contact et à l'oral. Et aussi, on avait fait l'évaluation dans les nectars et les pollens. Et donc, dans les pollens, c'était vraiment les pains d'abeilles. Après, ici, je vous présente juste les données qu'on avait trouvées dans les bleuetières. Et ici, c'est important de souligner que pour l'année 2022, et encore une fois, même chose que les pathogènes, on n'avait pas pris les pesticides, les données des pesticides, on avait pris juste les données à la fin de la pollinisation. Après, pour l'année 2023, on s'est rendu compte que c'était important d'avoir des données avant la période de pollinisation aussi. Et pourquoi? Pour savoir avec quel type de pesticides les colonies arrivaient pour faire la pollinisation des bleuets. Donc, DP, c'est début de pollinisation, FP, fin de pollinisation. 2R représente les taux de détection et MC, c'est la concentration moyenne. Donc, ici, c'est important à retenir que tous les pesticides qu'on avait trouvés, toutes les concentrations étaient inférieures que les LD50. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. On n'a pas eu de pesticides comme supérieurs que cette limite-là. Et aussi, c'est important à souligner de toute manière qu'on avait trouvé une représentation plus grande de la caricide cumaphos, que c'est souvent utilisé pour le contrôle des varroa dans les colonies. Et on avait trouvé la concentration la plus élevée qu'on avait trouvée, c'était avec le glyphosate et avec l'atrazine dans l'année 2023. Donc, ce qu'on voulait faire aussi, c'est savoir les risques dans lesquels les colonies sont mises quand on fait la pollinisation. Donc, comment on calcule ce risque-là? On prend la concentration moyenne d'un pesticide et on fait une division avec les LD50. Donc, si cette division-là est égale à 1, ça veut dire que la concentration qu'on avait trouvée, c'était la même chose que la limite que la dose létale. Donc, ça veut dire que les colonies vont être en risque. Mais après, quand les colonies sont dans un champ, on peut trouver plusieurs pesticides dans la même colonie. Donc, ce risque-là, ça va être une addition de plusieurs pesticides pour savoir un risque total dans lequel les colonies sont exposées quand on fait la pollinisation. Donc, la bonne nouvelle, c'est que le risque n'était jamais égal à 1. Donc, on voit ici les deux années de l'étude, l'année 2022-2023, et les deux traitements hors bleuetière et colonies dans les bleuetières. Donc, le risque n'était jamais égal à 1. Et on voulait savoir
quel type de pesticides apporte plus risque dans les colonies. Donc, on voit que pour l'année 2022, les colonies hors bleutière, le risque a été 0, donc il n'y a pas de graphique pour ça. Mais dans les bleutières, vu qu'on avait fait une évaluation juste à la fin de la pollinisation, on voit que les risques est surtout apporté, presque les 80% de risque est apporté par les insecticides. Après, pour l'année 2023, on voit que les risques est surtout apporté dans les cas des bleutières par les insecticides, mais ici, c'est important de voir que les risques est surtout apporté par le début de la pollinisation. Donc, tous les pesticides qui sont appliqués avant que les colonies arrivent dans les bleutières. Donc, c'est environ les 99% des risques apportés avant la pollinisation. Et finalement, ici, pour la détection des pesticides, on a vu un peu la même chose. Donc, on a un graphique pour l'année 2022, pour l'année 2023. Et pour l'année 2022, vu qu'on avait fait l'évaluation juste à la fin de la pollinisation, on a juste le 2 temps fin de pollinisation, et c'est divisé dans les colonies hors bleutières et dans les bleutières. On voit que la quantité, la moyenne d'ingrédients actifs par champ, c'est assez similaire dans les deux cas, dans les colonies hors bleutières et dans les colonies dans les bleutières. Et après, pour l'année 2023, on s'est rendu compte qu'on a confirmé les résultats du risque des colonies. On voit que les colonies dans les bleutières, à droite, ont eu plus des ingrédients actifs par champ au début de la pollinisation, donc une fois les colonies sont arrivées à polliniser les bleuets, en comparaison avec la fin de la pollinisation. Et c'était un comportement qui était pareil pour les colonies hors bleutières. Ça, on ne sait pas encore pourquoi. Et finalement, quand on avait fait, les flèches vont représenter les différents ingrédients actifs trouvés au total. Donc ici, c'était une moyenne du nombre d'ingrédients actifs, mais les flèches vont montrer le total. Donc dans l'année 2022, on avait trouvé juste 5 ingrédients actifs au total dans l'étude, tandis que pour l'année 2023, dans les colonies hors bleutières, au début de la pollinisation, on avait trouvé un total de 7 pesticides, tandis que dans les bleutières, au début de la pollinisation, on avait trouvé 19 ingrédients actifs, en comparaison avec 3 pesticides à la fin. J'oubliais de vous dire qu'on avait fait l'évaluation dans les nectars et les pollens, donc j'ai mis plus en face dans les pollens pour les résultats. Donc, comme conclusion, vite, c'est qu'à long terme, après la pollinisation, la force des colonies est réduite pour les colonies utilisées en pollinisation sous les 2 densités évaluées. Et par rapport à Varroa, il y a eu une augmentation significative de la proportion de colonies infestées par Varroa au fil du temps, à mesure que la densité des colonies par hectare dans les champs augmente. Et par rapport aux pathogènes, il y a eu une réduction significative de la charge d'énosémose dans les colonies avec densité élevée par rapport aux colonies avec une densité recommandée et les colonies hors bleutières. Et il y a une augmentation significative de la proportion des colonies infestées avec les virus des selles déformées au fil du temps lors de la pollinisation du bleuet et pour les 2 densités évaluées. Et par rapport aux pesticides, la pollinisation des bleuets ne représente pas une augmentation du nombre moyen de pesticides trouvés. Et les colonies qui viennent polliniser les bleuets sont-elles déjà contaminées par des pesticides? On se pose la question. Et aucun pesticide n'a été trouvé à des concentrations égales ou supérieures que les LD50. Donc, pour l'avenir de ce projet-là, pour le premier objectif, on avait soumis un article de révision et on vise à faire des analyses des paysages et finalement de présenter les résultats de santé des bourdons aussi. Donc, merci beaucoup à tous les producteurs qui ont été impliqués dans les projets, à tous les apiculteurs, toute l'équipe de laboratoire de Valérie Fournier et Pierre Giovenazzo, et aussi à tous les partenaires et financiers collaborateurs. Merci.
La province de Québec peut compter sur une cinquantaine de télévisions communautaires pour assumer une couverture locale. 40 sont membres de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Les membres de la Fédération sont répartis dans 14 des 17 régions de la province de Québec. C'est 6,5 heures de production par semaine et de 2 heures d'information locale. 398 municipalités desservies au Québec avec un potentiel de 1,3 million de téléspectateurs. 932 bénévoles participent de près ou de loin à la programmation d'accès. Avec la contribution des bénévoles, les télévisions communautaires autonomes garantissent une programmation de proximité avec les gens de la communauté. Le besoin et le désir pour une télévision communautaire sont d'être le reflet de la réalité et des réalisations du milieu. Tant qu'elles continueront d'offrir de l'information locale, d'impliquer leur population et de défendre les intérêts de leurs concitoyens, les TCA garderont leur raison d'être. Si j'ai dans mon entourage des gens qui viennent d'ailleurs, j'ai ma belle-fille qui aime ça faire la popote. Mais j'ai pris ça bien dur au début quand la famille aimait mieux ses desserts que mes tartes au bleuet. Et finalement, l'ouverture sur la cuisine des différentes cultures, ça a tout changé pour moi. Au fond, c'est enrichissant d'apprendre des personnes différentes de nous. Puis mes desserts sont bien meilleurs à cette heure. Oh! Je suis prête pour le lécher de doucher. On dit doce de leite, Martine. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.